Que veut l'Algérie? Avec point d'interrogation. Vous allez le voir. Pour une fois, il y a un spécialiste qui ne donne pas de réponse avant de se poser la question. L'auteur, dans cet article, Jean-François Daguzan, il dit que la politique étrangère de l'Algérie, elle est à la recherche d'un nouveau souffle. L'Algérie de Tebboune, contrairement à l'Algérie de Bouteflika, elle n'a pas suggéré ces tensions qu'elle a créées avec son entourage direct, notamment au sein du Maghreb et au sein du Sahel. C'est avec la Tunisie que les relations se sont le plus resserrées. L'arrivée de Kais Saïed à la présidence en 2019 a vu Tunis endosser les thèses algériennes sur le Sahel occidental et sur la Libye. Donc c'est ça l'erreur de Tebboune. On a construit une alliance qu'avec la Tunisie, qui n'est pas le pays stratégique. Mais quand la question française rejoint la question marocaine, comme avec la dernière déclaration française sur le Sahel occidental, la situation devient explosive à Alger. Donc c'est contradictoire. Si t'as pas besoin de la France, alors pourquoi tu enclenches un conflit avec la France parce qu'elle est proche du Maroc? Tu tournes la page et tu te rapproches d'autres pays, d'autres partenaires. Jusqu'à quand tu vas faire la guerre à ton voisin? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va menacer les Marocains et les Marocains vont nous menacer? À un moment donné, tu as une diplomatie, tu négocies un accord. On va dépenser des milliards en achetant des armes et après, ça réglera pas le problème. Que veut l'Algérie? Avec point d'interrogation. Vous allez le voir, le texte qui va défiler à mes côtés. Pour une fois, il y a un spécialiste qui ne donne pas de réponse avant de se poser la question. Généralement, quand on parle de l'Algérie, tout le monde juge. Ou il y a les partisans du régime algérien qui nous disent que le régime algérien c'est le plus fort, c'est le meilleur. Tebboune il est beau, c'est Che Guevara, Ouali Boumediene c'est le plus grand, c'est mieux que Fidel Castro et tout le monde, l'Algérie c'est la Mecque des révolutionnaires, le discours avec dithyrambique élogieux qui ne colle pas à la réalité. Ou vous avez généralement les adversaires de l'Algérie. Ah, l'Algérie c'est un pays pourri, c'est un pays de malheur, c'est un pays dangereux, c'est un pays arriéré. On a toujours été pris en otage entre ces deux visions manichéennes. Vision manichéenne, c'est-à-dire ou le bien ou le mal. Il n'y a pas eu de troisième voie. Il y a une troisième voie, il y a des chercheurs sérieux, des universitaires qui ne jugent pas, qui essaient de comprendre, qui évaluent au lieu de juger. Que veut l'Algérie? Alors, l'auteur, dans cet article, Jean-François Daguzan, il dit que la politique étrangère de l'Algérie, elle est à la recherche d'un nouveau souffle. L'Algérie moderne, je lis, a 63 ans d'existence. Le pays a d'abord développé une politique étrangère exceptionnelle au regard de son poids. De guerre civile en période de léthargie, cette politique figée dans l'image d'un passé révolu semble faire du surplace, alors que le monde redistribue les cartes stratégiques à marche forcée. Donc il va nous expliquer ces 6 pages, très bien écrites, avec des dates, avec des faits, etc. Le problème de l'Algérie, et j'ai trouvé vraiment cette lecture très lucide, sans jugement de valeur, sans être très négatif. Il dit que l'Algérie, elle a une grande histoire, c'est un grand pays, ça ne peut être qu'un grand pays. Mais malheureusement, il y a des dirigeants qui font du surplace, et parce qu'ils ne s'adaptent pas aux évolutions du monde. Le monde, il redistribue ses cartes à marche forcée, alors que les dirigeants algériens sont toujours figés dans une certaine vision qui est arriérée du monde. Je vous lis quelques passages. Par exemple, quand il parle de l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, le 12 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune devient président de la République algérienne. Son élection clôture la période de trouble qui a prévalu de la destitution de Bouteflika à la mort du général Gaïd Salah, ancien homme fort du régime. Le nouveau chef d'état-major des armées, Saïd Chengriha, redessine avec le président la nouvelle architecture de pouvoir. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum le 1er novembre 2020. Pour retrouver une visibilité extérieure face à un environnement chamboulé, l'Algérie se replie sur ses fondamentaux. Avec les superpuissances, l'Algérie poursuit plutôt son jeu d'équilibre, échange économique renforcé avec Pékin, coopération antiterroriste avec Washington, avec qui un nouvel accord est signé le 22 janvier 2025, relations méfiantes avec l'Union européenne, achat d'armes massives à la Russie, échange économique. Elle s'attache également à relancer son influence sur les organisations internationales comme la Ligue arabe ou l'Union africaine. Mais les dissensions sont profondes avec la première et son influence a baissé dans la seconde. Les résultats, pour les Algériens, sont-ils donc à la hauteur? Vous voyez comment il se pose des questions? Il commence bien, il donne des points positifs pour l'Algérie, il explique les atouts du pays, ensuite il explique pourquoi ça ne marche pas en ce moment. Pourquoi ça ne marche pas en ce moment? Parce que l'Algérie, elle a des conflits, elle a nourri l'Algérie de Tebboune, contrairement à l'Algérie de Bouteflika ou l'Algérie de Ouali Boumediene ou de Chadi Benjedid, elle n'a pas suggéré ces tensions qu'elle a créées avec son entourage direct, notamment au sein du Maghreb et au sein du Sahel. Par exemple, sur le Sahel. Le Sahel a toujours été perçu par Alger comme une arrière-cour à surveiller, sinon à contrôler.
La variable des groupes terroristes pesant également lourd. En dépit du départ de la France, Alger a dû déchanter sur sa capacité à agir sur cette zone complexe. Les relations avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont devenues exécrables. Et l'armée russe et ses milices semblent faire peu de cas de l'allié algérien. En Libye, Alger a déployé ses efforts pour bloquer l'influence du Maroc. Ce dernier soutenant le maréchal Haftar, Alger soutient le gouvernement officiel de Tripoli. L'inquiétude algérienne touche bien sûr au risque d'infiltration des groupes djihadistes, à l'image de la tuerie d'Ain Amenas en janvier 2013. C'est la fameuse prise d'otage de Dekintourine, l'un des plus importants sites gaziers qui a provoqué beaucoup de dégâts pour l'Algérie, notamment pour son économie. C'est avec la Tunisie que les relations se sont le plus resserrées. L'arrivée de Kais Saïd à la présidence en 2019 a vu Tunis endosser les thèses algériennes sur le Sahara occidental et sur la Libye. Donc c'est ça l'erreur de Tebboune. Moi, là, ce que je disais dans mes émissions pendant 3-4 ans, ce spécialiste l'a résumé rapidement. C'est que, au lieu, on a construit une alliance qu'avec la Tunisie, qui n'est pas le pays stratégique. Le pays stratégique dans le Maghreb, c'est d'abord la Libye. C'est vers la Libye qu'il fallait trouver des solutions et s'entendre avec toutes les factions, comme le font les Russes, les Marocains, les Turcs, les Qataris et les autres. Et le Sahel, le plus important pour l'Algérie, c'est les pays du Sahel. Nous, le départ de la France. Normalement, quand la France a quitté le Sahel, le gendarme de la région aurait dû être l'Algérie. C'est l'Algérie, avec sa force, avec son histoire, avec ses liens stratégiques avec ces pays-là, elle aurait dû être le grand frère qui devait accompagner ces pays-là. Mais malheureusement, avec un Tebboune turbulent, agressif, brutal, méprisant, il s'est mis à dos les pays du Sahel. Et ça nous a isolés. C'est-à-dire que le Sahel, qui doit être l'arrière-cour de l'Algérie, est devenu le bastion des adversaires de l'Algérie. Ce qui a permis au Maroc, à la Russie, à la Turquie, à d'autres puissances régionales de s'infiltrer dans cette brèche et de combler le vide et l'absence laissée par la France au départ, mais aussi concédée par l'Algérie. L'analyse, elle est très très intéressante. Par exemple, quand on parle des BRICS, il rappelle la candidature rejetée de l'Algérie par les BRICS en 2023, alors que le sommet de Johannesburg accueillit 6 autres pays, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine et l'Iran. En septembre 2024, le gouvernement algérien invoque le flou des processus de sélection, faisant part de sa renonciation définitive. Le différend viendrait au-delà des réticences de l'Inde, de l'arrivée des Émirats Arabes Unis, avec lesquels l'Algérie est à couteau tiré. Les Émirats seraient, selon Alger, trop proches du Maroc, du maréchal Haftar en Libye et de la junte malienne. Ce qu'on va dire, la connerie que Tebboune a fait. On a échoué avec les BRICS. Ok. Pourquoi on a échoué avec les BRICS? Parce qu'on n'a pas réussi à les séduire, ils ont préféré l'Égypte, les Émirats, etc. Nous, au lieu de faire du forcing, au lieu de faire du lobby, alors qu'on avait donné plus de 1 milliard de dollars à la banque des BRICS. En juillet 2023, rappelez-vous, Tebboune a signé un chèque de plus de 1 milliard de dollars à la banque des BRICS. Ils nous ont pas accepté. Un mois plus tard, ils nous ont pas accepté lors du fameux sommet de août 2023, au cours duquel le chef de la diplomatie russe, il a dit, nous avons choisi les pays les plus influents. Laissant dire que l'Algérie n'était pas un pays influent, ce qui a blessé les dirigeants algériens. À juste titre, ça blesse leur ego. Mais toi, à cause des Émirats, tu vas te tourner le dos aux BRICS. Comment un État, l'Algérie, qui fait 1000 fois la taille des Émirats, elle a calculé sa politique, elle a calculé sa réaction et son attitude vis-à-vis des BRICS à cause des Émirats. Parce que les BRICS ont accepté les Émirats, l'Algérie renonce aux BRICS. Donc parce que les Émirats font partie de la FIFA, on va pas jouer au football, on va se retirer de la FIFA. C'est du n'importe quoi. Ça a été des erreurs stratégiques que ni aucun président algérien avant tout bout n'aurait pu commettre. On a échoué lors du premier test, il fallait faire du lobbying, insister, etc. pour trouver une place et pour réussir un autre partenariat. C'est parce que les Émirats, ils ont été pris que nous, on doit leur céder la place, concéder la défaite et partir. En dépit des dénégations algériennes, je cite toujours l'auteur de cette analyse, cette renonciation au BRICS doit être considérée comme un échec pour la politique extérieure d'Alger. Son entrée aurait pu marquer son retour dans la cour des grands du Sud global. C'est l'échec ou ce repli doit être mis en perspective avec le camouflet subi le 15 février 2025 dans l'Union africaine, où Alger n'a pas pu gagner la majorité des 2 tiers pour retrouver un siège de membre du Conseil de paix et de sécurité. Par la suite, Alger a pu le récupérer plus tard. L'analyse de l'auteur n'a pas été actualisée parce que Selma Malika Haddadi a été élue plus tard, mais avec beaucoup de difficultés. Cela démontre que quand on est replié sur nous-mêmes, quand on est en train de voir le monde avec la même vision des années 70, alors que le monde, il a évolué. Abdelmajid Tebboune, il a voulu diriger l'Algérie comme Houari Boumediene. Sauf que Houari Boumediene, c'était les années 70, Abdelmajid Tebboune, c'est les années 2020 et quelques.
Quand tu diriges le monde durant les années 2025, 2023, 2021, avec la même stratégie, les mêmes valeurs, le même comportement que durant les années 70, tu ne peux qu'échouer. C'est comme si demain, un père de famille, il fait un enfant en 2025, mais il veut élever son enfant comme lui, son père l'a élevé dans les années 70. Il y a Mohamed, le monde des années 70, le monde des années 2020, 2025 n'est pas le même. C'est un monde complètement différent. Les rapports à l'humain a changé, le rapport à la réalité a changé. Donc, les pays sont comme les êtres humains. Ils grandissent, ils mûrissent, ils changent avec le monde. Les pays qui mûrissent pas, qui grandissent pas, qui n'évoluent pas, c'est des pays qui risquent d'avoir des crises systémiques et des crises structurelles. Le passage le plus intéressant de cette analyse sur la France, le bouc émissaire permanent, c'est vraiment un passage très intéressant. Pour Alger, je lis l'auteur, pour Alger, persister ce plus petit dénominateur commun de consensus d'une classe politique sans cohésion, qui n'a rien d'avenir à proposer et ressasser donc le passé colonial. Tous les présidents français se sont heurtés à ces revendications mémoriales et aux inépuisables exigences d'Alger. Sur le plan économique, Alger diversifie pour marginaliser l'empreinte française vers l'Italie d'une part, mais aussi vers la Chine et la Turquie, en dépit de sa relation intime avec l'islam politique. Mais quand la question française rejoint la question marocaine, comme avec la dernière déclaration française sur le Sahara occidental, la situation devient explosive à Alger. Donc nous, d'un côté, on dit qu'on n'a pas besoin de la France, on veut aller vers d'autres pays, mais quand la France elle soutient le Maroc, on devient irritable, on s'irrite, on s'énerve, etc. Donc c'est contradictoire. Si t'as pas besoin de la France, alors pourquoi tu enclenches un conflit avec la France parce qu'elle est proche du Maroc? Tu tournes la page et tu te rapproches d'autres pays, d'autres partenaires. Il y a plein de contradictions. L'auteur, il analyse aussi le problème entre l'Algérie et le Maroc, qui est un passage très très intéressant, encore une fois. Au-delà de l'agitation actuelle, que peut-il se passer? Alger liquide avec application les traces, y compris culturelles, de la présence française sur place et multiplie les avancées. Mais une rupture définitive est-elle possible ou souhaitable avec Paris? On se pose la question. Vis-à-vis du Maroc, l'Algérie se surarme au prorata de ses considérables revenus en hydrocarbures. Mais en dépit du différent quantitatif, en quelques années, l'armée algérienne est devenue la plus puissante d'Afrique et le gouvernement a adopté en avril 2025 un décret facilitant la mobilisation est-elle prête à un conflit incertain? À moyen terme, ses positions à la fois diplomatiques et militaires semblent mener à une impasse. Parce que jusqu'à quand tu vas faire la guerre à ton voisin? Jusqu'à quand on va menacer les Marocains et les Marocains vont nous menacer? À un moment donné, tu as une diplomatie, tu négocies un accord, tu proposes des solutions. Il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que le problème n'existe pas. Donc cette solution est dans l'impasse. On va dépenser des milliards en achetant des armes, et après, ça ne réglera pas le problème. Et là, le passage le plus intéressant. Franchement, lisez cela et relisez cela. Si l'on regarde, regardez bien, si l'on regarde les produits intérieurs bruts par habitant, respectifs de la Corée du Sud et de l'Algérie, ils sont quasi similaires jusqu'en 1990. Et en 2023, il est de 33 893 € en Corée du Sud et 4 983 € en Algérie. Pourtant, l'Algérie est un des exportateurs majeurs de gaz naturel. Comparaison n'est pas raison, mais rester figé sur un modèle obsolète de développement amène des conséquences dans tous les domaines. C'est un exemple important à comprendre. Est-ce que vous savez que, il a raison de le dire, cet expert, en 1990, avant la décennie noire, une année avant les événements de la décennie noire, l'Algérie et la Corée du Sud, c'était le même niveau de vie. Encore, les Algériens avaient pratiquement plus d'argent que les Coréens du Sud, que les Sud-Coréens. La Corée du Sud, le pays de Samsung, de Hyundai, de Daewoo, de Kia, on était pratiquement aussi plus riches qu'eux. Similaires. En 2023, calculé, c'est-à-dire 33 ans plus tard, la Corée du Sud, elle est pratiquement presque 8 à 9 fois plus riche que l'Algérie. 9 à 8 fois plus riche que l'Algérie. Alors que eux, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, et que nous avons énormément de richesses. Et pourquoi la leçon de cette comparaison? C'est que les dirigeants algériens, ils ont adopté le même modèle de gestion du pays depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors que la Corée du Sud, elle s'est adaptée aux mutations du monde. Elle a fait des réformes, elle s'est démocratisée, parce qu'en Corée du Sud, il y avait une dictature militaire. Ils se sont démocratisés, ils ont accepté la liberté d'expression, ils ont changé leur économie, ils ont fait des réformes, ils se sont ouverts au monde, ils ont accueilli des investissements étrangers. Regardez la Corée du Sud comment elle est devenue, et regardez l'Algérie comment elle est devenue. L'écart, il est immense. Et c'est ça la leçon qu'on peut tirer de cet article.
La fin, elle est très intéressante. Le monde et ses codes ont changé. Les hiérarchies ont été bousculées. Les pays du Golfe et la Turquie sont devenus des acteurs majeurs quand l'Algérie faisait du surplace. Les États-Unis se tournent vers l'Asie. La Chine se veut globale. Pour remettre l'Algérie au niveau des acteurs qui comptent, il lui faut innover et se libérer des fantômes du passé. Innover et se libérer du fantôme du passé. Ça, c'est vraiment important, mais je pense pas que Tebboune à 80 ans ou Shengri à 80 ans, ils pourront comprendre ces vérités ou ces constats-là. Tant qu'on ne va pas innover, si on ne va pas faire comme la Corée du Sud, qui a innové et qui s'est libérée de son fantôme, parce que la Corée du Sud, ils ont eu une guerre. Pire que nous, on parle de la décennie noire. La Corée du Sud, des années 50, il y avait eu une guerre où le pays s'était divisé en deux. Aujourd'hui, la Corée du Sud, elle est ce qu'on connaît aujourd'hui, le pays de Samsung, encore une fois, de l'intelligence artificielle, de la modernité et des usines robotisées. Quant à l'Algérie, on parle toujours des fantômes du passé, la guerre, la théorie du complot, la main extérieure, Takhabur, l'intelligence avec puissance étrangère, on a Darbouk, etc. Jusqu'à quand ça va durer? C'est malheureusement un immense gâchis.